Je ferai une petite introduction pour cette première expérience d'une conférence online et deux éléments ou quelques petits mots de contexte et des remerciements pour ne pas les oublier parce que c'est quand même important de savoir grâce à qui on peut tenir des choses comme celle-ci et par qui tout ça est rendu possible. Et donc je remercierai évidemment la Fondation Franqui qui nous permet de faire cette invitation. Je remercierai l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, que nous avons rejoint maintenant il y a 10 ans et grâce à laquelle aussi on peut, outre faire de la recherche, quand même aussi tenir des événements de cette nature-là, peut-être qu'on n'aurait pas pu le faire auparavant. Je voudrais aussi souligner le fait que cette invitation à Jean-Louis Cohen, c'est une invitation de la faculté. Donc ça a été un vote sur plusieurs noms proposés par les membres de la faculté et que donc cette invitation, elle a quand même une signification particulière parce qu'elle n'est pas le fait d'une personne, mais elle est le fait d'une communauté, cette faculté d'architecture de l'ULB, cette faculté d'architecture Lacambre-Horta, et que ça témoigne sans doute, on y reviendra, de beaucoup d'intérêt de la faculté pour l'histoire de l'architecture, pour l'histoire de l'architecture du XXe siècle, et que donc trouver Jean-Louis Cohen comme partenaire pour discuter de tout ça, c'est une chance, une très grande chance, et donc merci. Et merci encore à Jean-Louis d'avoir accepté notre invitation. C'est dire que donc cette Fondation Franqui, elle permet d'inviter des personnalités extraordinaires de nature ou d'invitation d'abord internationale, et c'est donc Jean-Louis qui a répondu à notre invitation, et rappeler qu'on a eu en parallèle une chaire belge qui a été aussi le fait d'un choix de la faculté, qui a invité Johan Laga, qui est un enseignant de l'université de Gand, sur le thème de la ville et de l'architecture en Afrique post-coloniale, et que malheureusement ces conférences ont été suspendues, mais qu'on trouvera un format pour les continuer, et qu'il y a des liens entre les deux manières d'aborder l'histoire et la théorie de l'architecture, et je viendrai aussi une manière que je trouve et qui me ravit dans la faculté dans laquelle on est, qui est une manière quand même assez ouverte de considérer l'histoire, de nous aider à sortir de nos œillères, et l'un comme l'autre, Johan Laga et Jean-Louis Cohen, nous aident à ça, et à propos souvent de choses qu'on croit connaître, mais qui nous aident à aborder d'autres manières. Je voudrais aussi remercier Marcel Rabinovitch qui était là. Si tu veux bien allumer ta caméra, comme ça on te voit, parce que tu as été la principale cheville ouvrière pour réaliser cette invitation. Et merci beaucoup. C'est pas facile et c'est important. Et je ne détaillerai pas parce que c'est un CV, celui de Jean-Louis Cohen, qui est, outre qu'il est impressionnant, il est d'une richesse et d'une variété vraiment rare, extraordinaire. Simplement dire, mais je pense que la plupart de ceux qui sont dans l'Assemblée aujourd'hui le savent, qu'il est architecte et historien, docteur en histoire, architecte de l'école spéciale d'architecture, historien de l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc, ça dit déjà, je trouve, sans doute pas mal de choses sur la manière qu'il a d'aborder l'histoire de l'architecture et, peut-être j'en dirai encore deux mots aussi, pas seulement de l'histoire. Et la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, de réfléchir ou de recevoir des explications à propos du travail de Franck Gehry, c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité, qui est un acteur de l'histoire de l'architecture, qui est un acteur de l'architecture, non pas seulement telle qu'elle a pu se faire auparavant, mais aussi de l'architecture telle qu'elle se fait aujourd'hui. Et je trouve ça particulièrement réjouissant. Ça me fait penser, dans les historiens que j'aime bien, par exemple, à Rainer Banham, c'est des gens qui osent se confronter à la réalité et qui ne se satisfont pas d'un certain confort que l'histoire peut donner. Et donc, pour ça aussi, Jean-Louis, merci beaucoup. Et ça, je trouve, répond bien au tempérament de notre faculté. J'ai quand même pris 2 ou 3 livres qui me semblent illustrer cette ouverture d'esprit dont je crois vous faites preuve. C'est, je dirais, des exotismes que vous avez osé aborder dans vos différents ouvrages.
c'est entre autres Casablanca, donc c'est quand même un travail sur à la fois la ville, l'architecture, dans des contextes qui n'étaient pas au moment, en tout cas, où c'est paru, si connus et éprouvés que ça. Donc ça aussi, c'est déjà un sens de l'ouverture. J'avais relevé aussi le livre avec Hubert Damisch, Américanisme et modernité. C'est quand même revoir les deux rives de l'Atlantique, les influences mutuelles des uns et des autres. Et donc c'est voir les deux pièces de la monnaie, c'est quand même, je trouve, voilà, toujours intéressant. Bon, la somme de l'histoire de l'architecture au futur depuis 1889, qui est quand même devenu un outil pour nous tous qui donnons des cours d'histoire de l'architecture, et pour ça aussi, merci. Un autre truc que je trouve particulièrement intéressant, c'est ce que vous avez fait avec le Centre canadien d'architecture et puis qui est venu à Paris, c'est l'architecture en uniforme. C'est que là aussi, des zones d'ombre, donc comme si l'histoire de l'architecture s'était arrêtée entre 40 et 45, et ce petit goût pour les choses un peu voilà, sous-estimées ou méconnues, je trouve ça vraiment extra. Et donc d'avoir commencé, parce qu'en plus, en faisant ça, vous ouvrez des portes à des centaines d'histoires futures de l'architecture, mais nous avoir ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait des choses qui se faisaient, et des choses qui se faisaient même par les militaires, c'est, je trouve, aussi un apport significatif à l'histoire de l'architecture. Et puis, comme je disais, vous n'êtes pas seulement un historien contemplatif, mais vous êtes aussi un acteur. Et je voudrais juste épingler, outre le fait des expositions au Centre canadien d'architecture ou au Musée d'art moderne de New York, votre présence ou votre participation à la Biennale de Venise de 2014, cette Biennale de Venise qui était sous les auspices de Colas et qui parlait de modernité ou voulait parler de modernité, et vous avez tenu le pavillon français dans ce contexte-là. Et encore une fois, ça témoigne, tous ces morceaux, toutes ces bribes, de votre, oui, de la richesse de votre personnalité, de vos actions, et qui s'incarnent dans plein de formats différents, l'enseignement, des expos, des livres. Et donc, pour tout ça, merci beaucoup Jean-Louis, et c'est là-dessus que je vais vous laisser la parole pour 5 leçons à propos d'un architecte, comment je dirais, à la fois honni et adoré, sans doute plus par les mêmes, et c'est marrant parce que ça change aussi d'époque en époque, et Franck Gehry qui est sans doute victime d'une certaine manière de son succès grand public auprès des architectes, et qui est une figure très intéressante, on le disait tout à l'heure, qui a commencé quand même il y a déjà un bail, milieu des années 50, avec une architecture voilà, des années 50 et une évolution de l'architecture à lui seul, qui est une partie de l'histoire de l'architecture des 60 dernières années. Voilà, merci beaucoup Jean-Louis, et je vous cède la parole. Merci infiniment Pablo, merci Marcel pour avoir organisé ces conférences sous une forme que nous ne pouvions prévoir. Je me réjouissais quand j'ai reçu votre invitation il y a à peu près un an de pouvoir passer plus de temps à Bruxelles, où je suis souvent un voyageur pressé, et d'avoir le temps au-delà des conférences, de participer à la conversation au sein de votre faculté. Ce sera pour une autre fois. Alors, j'ai proposé de parler pendant je vais partager mon écran. J'ai proposé de parler de l'architecture de Frank Gehry pour beaucoup de raisons qu'il n'est pas nécessairement utile d'énoncer toutes. Une raison évidente qui me permet de tenir le propos que je vais décliner en 5 leçons, en 5 conférences. La première raison, c'est la connaissance, je dirais, assez proche, assez intime, pourrais-je dire,
de Frank depuis une quarantaine d'années, depuis le tout début des années 80. Donc je l'ai vu déployer son activité, tendre sa trajectoire entre Los Angeles, dont il ne sortait pas beaucoup, encore que, à la côte est des États-Unis, à l'Europe et à l'Asie. J'ai vu Frank grandir comme professionnel, changer, se transformer, sans jamais se renier, parfois brûler ce qu'il avait adoré et adorer ce qu'il avait brûlé, en tout cas devenir une figure considérable de l'architecture contemporaine. Et je voudrais, à ce propos, commencer en évoquant cette célèbre campagne d'Apple en 1997, Penser autrement, dans laquelle Frank Gehry est en quelque sorte mis en abîme, puisque on le voit participer de cette collection de visages rassemblés par les publicitaires sur le pignon d'un bâtiment dont je reparlerai, qui est celui de l'agence Chat and Day, chargé de cette campagne, bâtiment qu'il avait lui-même construit à Venise quelques années auparavant. Donc, penser différemment, on peut dire que Gehry nous a invités à le faire depuis une bonne quarantaine d'années. Il nous a amenés à penser autrement l'architecture dans ses formes, dans ses procédures, entre une dimension plus artistique et une dimension plus objective et plus technologique. Il nous a invités aussi à réfléchir aux effets de l'architecture sur les usages et sur la ville. Mon travail sur Gehry, qui s'était déployé au travers de beaucoup d'articles et d'interventions ponctuelles, a pris un sens nouveau il y a 3 ou 4 ans, lorsque j'ai commencé le travail sur un projet assez considérable, assez lourd, qui est celui d'un catalogue raisonné de ses dessins, dont le premier volume est paru cet hiver et sera, je pense, véritablement diffusé à l'automne. Ce premier volume d'un ensemble qui en comportera au moins 8 et peut-être plus, est consacré au début de Frank et donc essentiellement au projet et au bâtiment dont je parlerai aujourd'hui et demain. Ce travail est un travail qui est centré, comme le montrent ces deux doubles pages choisies, non pas totalement à l'aveuglette, mais enfin parmi bien d'autres, puisque ce premier volume en compte 550 et présentant à peu près 500 dessins. Cet ouvrage, ou ces ouvrages, vont montrer comment l'œuvre de Gehry s'est construite à la fois comme œuvre personnelle, l'engagement direct de Frank dans la conception, et comme œuvre collective, chorale, dans l'agence et au-delà, avec de multiples partenaires. Le propos en est diachronique, des origines à nos jours, je dirais, et c'est ce travail que j'ai conduit dans les archives de l'agence de Gehry, qui sont pour la première partie d'entre elles jusqu'en 1987, désormais déposées au Getty Research Institute de Los Angeles. Ce travail continue et il forme la base, il nourrit le cours que je vous présente, qui comprendra 5 séances. Aujourd'hui, une séance inaugurale autour de l'invention de Frank Gehry, ou comment Frank Gehry s'est inventé lui-même. Je parlerai demain de ses rapports avec les artistes, puis des différentes échelles selon lesquelles son œuvre s'est déployée, notamment dans les années 80 et au début des années 90, de l'importance du tournant vers le numérique dont il a été un pionnier, et enfin de ce lieu presque paradigmatique qui est devenu son atelier aujourd'hui. Je précise en quelques images ce dont je vais parler avant d'engager véritablement la conférence d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les premiers, Gehry avant Gehry, pourrait-on dire, les premiers projets qu'il réalise dans l'ouest de Los Angeles, essentiellement à Santa Monica, avec ses associés d'alors. Je parlerai aussi d'un bâtiment tout à fait iconoclaste
et qui met en quelque sorte un terme à la première partie de son activité dans laquelle les projets commerciaux étaient assez importants. Le centre commercial de Santa Monica construit à la fin des années 70. Puis demain, j'évoquerai donc Gehry au contact des artistes. Les artistes comme clients, Lou Danziger, graphiste pour qui il construit une maison mémorable dans les années 60, les artistes qu'il met en scène, dont il installe les œuvres dans les galeries des musées, les artistes aussi qui deviendront des modèles de rôle au fil des années, et ceux qui seront des partenaires comme Claes Oldenburg par exemple. La maison de Gehry, dont je parlerai demain, ne se comprend qu'en relation avec ces rapports très étroits que Gehry entretenait avec les artistes de Los Angeles et dans une moindre mesure ceux de la côte Est. C'est ce qui permet de la comprendre, de comprendre la véritable rupture qu'elle instaure dans l'architecture domestique américaine et bien au-delà. Je parlerai ensuite, troisième leçon, je le disais, des échelles, des différentes échelles de l'expérimentation, en allant des objets les plus modestes, ces chaises en carton qui au fond furent les premiers objets, les premières œuvres qui valurent à Gehry une reconnaissance au-delà de la Californie du Sud, à des projets dans lesquels son sentiment de l'urbanité se déploie. Car c'est une de mes hypothèses, j'y reviendrai, Gehry est un architecte que l'on considère souvent comme centré sur les objets isolés, mais qui en fait est quelqu'un pour qui la forme urbaine est totalement déterminante. Je parlerai dans la quatrième conférence du tournant vers le numérique, ce tournant qui lui a permis de réaliser l'impossible Walt Disney Concert Hall qui sans ça serait resté sur le papier. Ce tournant qui s'opère notamment au travers de l'étude très très longue de la maison Lewis de Cleveland, qui ne fut pas construite. C'est ce tournant vers le numérique qui marque la différence entre les difficultés que Gehry a eues à concevoir ses premières formes courbes, torsadées avec le petit musée Vitra de Weil am Rhein et puis le musée Guggenheim. Enfin, je reviendrai sur la méthode et sur le lieu, l'atelier, en prenant l'atelier comme base, ce lieu où Gehry travaille à partir de prémices totalement objectives, centrées sur l'usage des bâtiments, jusqu'à définir des formes surprenantes, inattendues, et qui ne transmettent pas spontanément, directement, la notion d'utilité. Je réfléchirai notamment dans cet ultime cours à la fin du mois de mai sur l'atelier en tant que tel et sur la manière dont cet atelier est devenu une sorte de modèle pour certains de ces projets. C'est projeté à une très grande échelle, par exemple, dans le siège social de Facebook, construit il y a à peu près 5 ans. Alors aujourd'hui, avant d'entrer dans de commencer par le début, c'est-à-dire la matrice dans laquelle Gehry s'est formé à Los Angeles, je voudrais passer en revue quelques-uns des thèmes qui traversent complètement ces 5 leçons et qui guident l'interprétation telle que je la mène dans le catalogue raisonné des dessins, qui est un ouvrage, une série d'ouvrages dans lesquels les projets sont les briques constitutives, mais ces projets, j'essaye de les lire en m'intéressant à toute une série de questions. La première, j'en ai déjà parlé, j'y reviendrai, c'est celle du rapport que l'on peut lire sans se forcer entre certains bâtiments de Gehry ou certains projets et des œuvres d'art qui l'ont inspiré et dont il parle d'ailleurs. Ce n'est pas
je ne suis pas en train d'élucubrer quand j'évoque ces rapports sur lesquels il a beaucoup parlé. Je tiens à dire à ce propos que Gary est quelqu'un qui n'a jamais écrit. Son œuvre écrite tient peut-être en 4 pages. Il bat le record de laconicité qui, sinon, est tenu par quelqu'un comme Mies van der Rohe, qui a écrit sans doute 40 textes assez brefs. Gary n'en a écrit que 4, encore plus brefs. Mais il a énormément parlé. Et donc, dans mes analyses, je m'appuie beaucoup sur sa parole, sur les entretiens innombrables qu'il a donnés depuis les années 80. Alors, Gary et les artistes, c'est aussi la coopération, la collaboration avec Oldenburg, par exemple. Gary et l'urbanité, c'est la réflexion sur des bâtiments qui sont d'emblée pensés soit dans leur relation avec ceux qui les entourent et aucunement comme des objets isolés, soit des objets, des édifices qui fabriquent, qui constituent du tissu urbain, comme dans le cas de cet ensemble Edgemar, qui, à mon sens, est une des manières les plus aiguës qu'il ait eu de capturer la culture urbaine de Los Angeles. Le processus de projet de Gary est un processus qui s'est construit de façon assez explicite depuis, je dirais, la fin des années 70, et qui est une démarche qui procède par élémentarisation, fragmentation des éléments de programme, assemblage de ceux-ci et transmutation des assemblages ainsi obtenus. On verra comment cette opération se mène, par exemple ici avec l'Institut Jung, qu'il a dessiné mais pas construit dans les années 70, qui est un des modèles, un des exemples de cette fragmentation. Le caractère expérimental des recherches, il est illustré par exemple avec les innombrables maquettes qui furent faites de la salle de concert Walt Disney pendant les très longues années qu'a duré sa gestation. Et enfin, je m'arrêterai très brièvement sur ces 3 images qui nous montrent comment, au fond, Gary peut être perçu comme un architecte presque fonctionnaliste, c'est-à-dire comment les formes qu'a prises en définitive par la Fondation Vuitton que vous voyez ici, et dont vous voyez un plan de niveau beaucoup plus précis, sont des formes qui n'ont été déterminées au terme d'innombrables opérations qu'à partir du moment où les relations entre les composantes du programme, en termes de voisinage, en termes de continuité, avaient été, en termes d'éclairement, avaient été fixées. Les techniques, Gary est un professionnel américain propre sur lui, je dirais, qui est quelqu'un qui sait travailler avec les techniques qui sont à sa disposition et qui sait aussi les dépasser. Je reviendrai sans doute demain sur l'importance qu'a eu pour lui le wood frame, la structure de bois, l'ossature de bois de l'Ouest américain, sans laquelle, à mon sens, il n'aurait pas acquis la sûreté de ses premiers projets expérimentaux des années 70, mais ses recherches technologiques se poursuivent. Et parmi les projets récents, j'évoque au passage ce projet de concours pour le musée de Pékin, qui était un bâtiment à la façade en éléments modulaires de verre, structurels et sculpturaux de verre, qui nourrit certains des projets sur lesquels il travaille aujourd'hui. Gary et les clients, et j'en termine sur cette présentation générale un peu trop longue, une considération extrêmement importante lorsque l'on analyse l'œuvre de Gary est celle des rapports qu'il entretient avec ses clients. Gary n'est pas un cynique, c'est un architecte, c'est une personne pour laquelle l'affectivité est fondamentale, et c'est donc quelqu'un qui ne parvient à déployer ses idées et à travailler
que si le rapport avec ses clients est un rapport affectif, un rapport positif, est un rapport de communication très intense. Et la lecture de ce rapport est déterminante pour comprendre les étapes, les seuils, et parfois les revirements qui jalonnent l'histoire d'un projet particulier. J'évoque ici trois personnages. Frederick Wiseman, entrepreneur de Los Angeles et dans le même temps collectionneur, qui a joué un rôle déterminant pour que Gehry puisse déployer ses recherches dans une certaine liberté dans les années 80. Eli Broad, qui est on pourrait dire le one-man mécénat de Los Angeles, qui est une des très grandes figures du mécénat culturel à Los Angeles, et qui a soutenu Gehry, était en crise avec lui, et finalement qui l'a aidé à faire le Walt Disney Concert Hall. C'est l'exemple même d'un rapport extrêmement difficile et qui aura eu au total à la fois des effets toxiques et des effets positifs. Enfin, ici, le rapport avec Ernst Fleischmann, qui était le directeur du Philharmonique de Los Angeles, a été absolument fondamental dans l'émergence du projet et dans le développement des réflexions de Gehry sur la musique, dont je parlerai un peu tout à l'heure. Alors, enfin, dernier point général, il n'est pas inutile d'insister sur l'attention que Gehry, qui s'en défend parfois, a toujours eu pour la communication, pour les médias. Sans doute son ancrage à Los Angeles depuis son adolescence y a-t-il été pour quelque chose, une ville où les médias sont présents, une ville où toute vie privée de quelqu'un d'un peu notoire devient immédiatement une vie publique. Gehry, qui n'a que fort peu écrit, et ici vous voyez un des rares articles qu'il ait jamais signé, est quelqu'un qui a su utiliser la presse locale, régionale, mondiale, et j'aurai l'occasion à différents moments de l'évoquer. Il a lui-même été utilisé, devenu figure publique. On le voit ici, figurant dans les Simpsons il y a une quinzaine d'années, dans un petit clip tout à fait réjouissant. Ce rapport avec les médias et avec la critique, avec les critiques qui écrivent sur lui depuis longtemps, c'est transcrit dans quelques œuvres qui sont indispensables pour quiconque veut en savoir plus. Le très beau film de Sidney Pollack fait au fil des années, et la biographie, ou plutôt la géographie de Paul Goldberger, qui est une source d'information tout à fait considérable, mais dont les biais célébratifs, sycophantiques sont un peu préoccupants. Voilà. Alors maintenant, d'où vient Gehry? Gehry vient de Russie à Los Angeles via le Canada. Il est né à Toronto en 1929 dans une famille juive dont l'origine était russo-polonaise, des gens venus au moment des pogroms tsaristes ou plus tard. Son père, petit commerçant, aventureux et plutôt raté. Sa mère, vendeuse de magasins qui finira par avoir pas mal plus de succès par la suite. Sa famille habite Toronto, qui à l'époque est une ville en plein développement, où la communauté juive est importante. La santé de son père l'amène à partir vers un climat plus hospitalier. Et ce climat plus hospitalier, c'est celui de Los Angeles, où la famille Gehry arrive en 1945. Donc Frank a 16 ans. Il commence, comme son père, par conduire des camions avant finalement d'aller faire des études au college. Los Angeles est une ville à l'époque en plein boom. La ville a explosé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pablo Loas me faisait l'amitié de parler de mon livre sur la Seconde Guerre mondiale. Los Angeles est un des théâtres de l'explosion urbaine liée aux industries de guerre. Et avec ce boom démographique, un phénomène intéressant intervient, une
une immigration massive venue du Midwest, venue de l'intérieur des États-Unis, et notamment une immigration juive qui va faire de Los Angeles la troisième ville juive du monde après New York et Tel Aviv, et la deuxième ville juive des États-Unis. Donc, c'est important pour Gary, dont le nom originel est Frank Goldberg. C'est important pour lui. Pourquoi ? Parce que dans cette ville où les Juifs sont nombreux, il y a aussi un fort antisémitisme, et c'est ce qui pousse sa première épouse à l'inciter à changer de nom, à prendre le nom de Gary, et qui, utilisé avec l'initiale médiane de O, Frank O'Gary, fait de lui un quasi-irlandais à première vue. Ce qui ne trompera personne, puisque tous ses clients, comme nous allons le voir aujourd'hui et demain, beaucoup de ses clients seront des clients de cette classe moyenne juive qui s'installe dans l'ouest de Los Angeles, qui est engagée dans les professions médicales, juridiques, et qui aussi est très engagée dans le mécénat artistique, dans la création de galeries, dans une tentative pour déplacer le centre de gravité de la scène artistique américaine vers la côte ouest. Los Angeles, à la fin des années 40, est une ville où le réseau des autoroutes se développe, une ville aussi qui territorialement explose, notamment grâce aux financements que reçoivent les anciens GIs de la part de l'État fédéral pour acheter leur maison. C'est donc un terrain de jeu extraordinaire pour les architectes, et notamment pour les architectes modernes. Dans ce cadre-là, Gary commence ses études à University of Southern California, USC, une grande université privée qui était à l'époque la seule à avoir un département d'architecture. Celui de UCLA sera créé dans les années 50. Dans cette doué pour le dessin, il est aussi assez bon sculpteur, et c'est ce qui marque ses débuts auprès de Glenn Lukens, qui est une des grandes figures de la céramique moderne américaine, pour qui il travaille dans les premières années dans les premiers semestres, je dirais, de sa présence à USC. Mais il finit par rencontrer des architectes qui vont jouer un rôle déterminant pour lui. Parmi ceux-ci, Raphaël Soriano, qui est un ancien dessinateur de Richard Neutra, avec qui il suivra des studios. D'autres figures moins connues, comme celle de Calvin Straub, qui est, vous le voyez ici, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'architecture japonaise, qui en quelque sorte introduit des thèmes japonais dans le bungalow et des thèmes modernes dans la production des bungalows constitutifs du tissu de Los Angeles. Donc Calvin Straub est très important pour Gary et ses camarades de promotion. Il est également séduit et formé par Gregory Hine. Hine est un autre ancien assistant de Neutra qui s'intéresse au logement. Vous voyez cet ensemble de logements des années 30 en haut, et surtout Mar Vista, un ensemble de logements créés dans un cadre quasi coopératif avec des idées très progressistes sur la vie à Los Angeles à la fin des années 40. Cet ensemble de Mar Vista est réalisé par Hine avec un paysagiste qui va jouer un rôle déterminant dans la formation de Gary. Egbo est un paysagiste formé à Harvard qui a migré vers la côte ouest et qui s'est installé à San Francisco. Comme vous le voyez en bas, c'est quelqu'un qui travaille dans les années 30 pour la Farm Security Administration du New Deal de Roosevelt. C'est aussi quelqu'un qui théorise le jardin moderne et qui, vraiment, avec Thomas Church, acclimate les thèmes du jardin moderne en Californie. Egbo est aussi très engagé à gauche, et il recrute Gary comme assistant, et Gary va développer une sorte de conscience de gauche dans l'Amérique qui est frappée par le maccarthyisme. Egbo aura beaucoup de problèmes, par exemple, parce qu'il avait
dans son cours, évoqué l'exécution des Rosenberg et dénoncé ce crime d'État. Donc Gary, il faut bien le situer dans ce Los Angeles du début des années 50, plutôt antisémite, McCarthyiste. Il est avec des architectes à la fois modernes et progressistes. Il s'intéresse aussi à des figures originales et notamment à ceux qui marquent, qui jalonnent la ville de leurs inventions. John Lautner, dont il va voir les chantiers. Lautner qui sans doute va jouer un rôle en permettant à Gary de se désinhiber vis-à-vis de certains des clichés modernes. Mais Gary est aussi proche de Schindler, qu'il fréquente au début des années 50. Il se déplace sur les chantiers de Schindler. Schindler le prend en affection. En revanche, le rapport avec Neutra, qui vient évidemment à l'esprit, est un rapport raté, bien que Gary estime beaucoup Neutra. Il va un jour présenter ses dessins à Neutra pour venir travailler chez lui, et l'entrevue se passe bien. Et quand Gary appelle Neutra le dimanche suivant en lui disant « Monsieur Neutra, nous n'avons pas parlé d'argent », Neutra lui dit « Oui, c'est vrai, mon jeune ami, je ne sais pas combien je vais vous demander pour venir faire l'apprenti chez moi. » Gary, qui ne pouvait pas se permettre cela, ne verra plus jamais Neutra. Il est aussi, c'est assez important, présent à Los Angeles au moment où se déploie le programme des Case Study Houses, à gauche celle de la maison des Imses à Pacific Palisades, à droite la maison plus tardive de Pierre Koenig. Je les montre dans des photographies qui sont aujourd'hui si ce terme n'était pas galvaudé, j'utiliserais le terme d'iconique, donc ce sont des icônes iconiques de Schulman, dont Gary fait la connaissance. Il va avec Schulman sur les chantiers de Neutra, sur les chantiers de Schindler, et c'est par Schulman qu'il obtient que l'on voit ici avec sa caméra et sous le contrôle vigilant de Neutra. C'est grâce à Schulman qu'il dessine son premier projet pour Julius Romm, qui est le beau-frère du photographe. Donc ce que vous voyez ici, c'est, on pourrait dire, le projet zéro, le premier projet fait par Gary en dehors de l'école. Et vous voyez que c'est une sorte de bungalow, un bungalow étiré en T sur un terrain excavé dans une pente avec une distribution linéaire assez simple, en chemin de fer. On peut peut-être déjà, dans le déploiement assez, comment dire, dans la faible pente des toits, deviner qu'une des sources de la réflexion de Gary dans cette période est japonaise, mais j'y reviendrai. 1954, il passe son diplôme, et j'ai retrouvé ce dessin qui n'avait jamais été publié de son diplôme. C'est un projet de logement pour un programme public de logement en Basse-Californie qu'il élabore avec un de ses condisciples, avec qui il forme très brièvement une agence qui se nomme le Collaborative Professional Planning Group. Cette notion de collaborative avait été popularisée par Gropius pour des raisons que je n'évoquerai pas aujourd'hui. Donc vous voyez Gary ici imaginer un ensemble de logements modulaires dans lesquels on retrouve beaucoup de thèmes, un thème californien, celui des blocs de béton que Frank Lloyd Wright avait utilisé, un autre thème qui est celui de ces toitures en coque qu'utilise beaucoup à cette époque-là José Luis Sert, peut-être un lointain écho corbuséen aussi. C'est son projet de diplôme de 54, à la suite duquel il est mobilisé, puisque l'Amérique qui sort de la guerre de Corée a encore un service militaire obligatoire, et Gary se retrouve dans l'armée, où il va avoir l'occasion de construire sa première œuvre. Donc nous sommes au milieu des années 50, le sergent Gary
travaille avec deux autres appelés qui ont une culture de projet, et il est amené à faire des projets comme celui-ci, qui n'est pas réalisé, un projet de club sur une base militaire dans lequel il dessine essentiellement vous voyez, il dessine ce porche et transforme un peu un bâtiment existant apparemment. Là aussi, un certain esprit japonisant, mais c'est bien plus le cas dans cet intérieur qu'il aménage. Donc c'est la première œuvre réalisée par Gehry est un intérieur, une Army Day Room. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une salle de séjour dans laquelle les militaires passent leur temps avant d'aller en manœuvre ou avant d'aller faire l'exercice, et qui est censé leur recréer des conditions confortables et quasi domestiques. Vous voyez comment Gehry travaille, donc d'une part avec ces murs enduits, des ossatures apparentes, des systèmes d'éclairage d'éclairage indirect qui sont intégrés dans les plafonds dans lesquels on trouve d'autres baies éclairantes, des claire-voies. Les sources de tout cela sont assez claires, et j'en vois deux fondamentalement. La première, c'est l'architecture japonaise que Gehry connaît intimement. Beaucoup de ses camarades aussi vont en Asie pendant leur service militaire, en Corée ou au Japon, et en reviennent avec des visions très claires, une compréhension très claire de l'architecture japonaise. Donc c'est un des éléments sur lesquels Gehry ne cesse d'insister encore aujourd'hui. Le deuxième aspect, et j'attire votre attention sur les luminaires de la maison Robbie ici et sur les potences de ceux-ci. Le deuxième aspect, la deuxième source, c'est Frank Lloyd Wright. Gehry connaît intimement l'architecture de Wright. Il a été stagiaire à la maison Hollyhock que la municipalité de Los Angeles a pris en gestion, au moment où la grande exposition de Wright, 60 ans d'architecture vivante, allait à Los Angeles. Donc il a une connaissance intime de l'architecture de Wright, et bien qu'il affirme aujourd'hui qu'il est toujours refusé de se rapprocher plus de Wright compte tenu de ses positions politiques réactionnaires. En tout cas, le Army Day Room, c'est une sorte de résultante de son intérêt pour ces deux directions. Gehry, après son service militaire, est attiré par l'urbanisme, et il essaye d'étudier l'urbanisme. Il s'inscrit à l'université de Harvard pour suivre le programme d'urban design, donc de projet urbain, et malheureusement atterrit dans le programme d'urban planning, où il s'ennuie à mourir et dont il ne parvient pas à sortir. Certes, le dean est assez peu tendre pour lui, et c'est donc un peu pour lui un raté que de se trouver à Harvard dans le mauvais programme. Il revient à Los Angeles, où il travaille brièvement avec William Pereira, qui est à l'époque un des grandes figures de la profession, avec son associé Charles Luckman. Pereira est en train de dessiner l'aéroport international de Los Angeles, sur lequel Gehry travaille. Il affirme aujourd'hui avoir travaillé plutôt sur l'intérieur de ce bâtiment, sur le restaurant, que sur la forme d'ensemble, mais on ne saura sans doute jamais la vérité. Il finit, je pense, par plafonner assez vite chez Pereira, se trouver dans une situation assez bloquée, et choisit d'aller chez Victor Gruen, dont le rôle va être totalement déterminant dans sa manière de travailler, et dans le recrutement également de ses associés et de ses futurs associés et partenaires. Victor Gruen est une figure considérable de l'architecture américaine. C'est quelqu'un qui a commencé son activité à Vienne dans les années 30, où il a à la fois conçu des scénographies de théâtre et réalisé des boutiques comme celle que vous voyez. Arrivé aux États-Unis,
c'est dans le domaine de l'architecture commerciale qu'il se distingue, en travaillant intensément, notamment, comme vous le voyez, sur la lumière à droite, en introduisant une dimension théâtrale dans l'architecture commerciale. Gruen est un des grands protagonistes de la modernisation programmatique de l'architecture américaine de l'après-guerre, en créant une agence extrêmement intéressante, pleine de talents multiples qui vont beaucoup compter pour Frank Gehry. Le jeune Frank, en effet, va être vraiment formé par des gens comme Rudy Baumfeld, qui est le bras droit de Gruen, qui comme lui est viennois, qui comme lui a un sens aigu du détail. C'est Baumfeld qui vraiment enseigne la construction et les détails à Frank. Contini, qui est un ingénieur, joue aussi un rôle déterminant pour Frank. Et chez Gruen, il retrouve son condisciple de USC, Gregory Walsh, avec qui il sera associé pendant de longues années. Je vais y revenir dans un moment. Gruen est, comme vous le savez, on peut le dire, l'inventeur du centre commercial moderne, avec les grands magasins encadrant des ensembles boutiques plus petites, nichés au milieu d'un lac de bitume. L'agence de Gruen en produit à la chaîne pour toutes les villes des États-Unis, mais dans le même temps, elle propose, Gruen s'engage dans une réflexion plus raffinée sur la fonction du commerce dans la ville et sur la rénovation des centres urbains. On en trouve les prémices dans ce livre de 1960, Shopping Towns USA, livre tout à fait passionnant. Les projets que l'agence étudie et auxquels Gehry est associé sont des projets plus urbains. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce sont des projets dans lesquels les équipements commerciaux deviennent des composants des centres-villes. Pendant qu'il travaille chez Gruen, Gehry fait des petits projets clandestins, assez peu, mais il en réalise un, et c'est donc après l'Army Day Room était un intérieur, ici c'est le premier projet en 3 dimensions qu'il réalise dans une petite ville nichée au milieu des bois à côté de Palm Springs. Vous voyez de quoi il s'agit, c'est une cabane ou un cabanon en bois suspendu sur un terrain en pente, donc c'est un objet bâti assez spectaculaire dans son implantation, dans lequel, et c'est une photo contemporaine, dans lequel on voit un assez grand soin de l'assemblage brutaliste des matériaux. Il n'est pas question évidemment de couvrir, de doubler le bois. La pierre est apparente, donc on y voit une certaine esthétique de l'Ouest américain à l'œuvre. Cette cabane est réalisée avec Gregory Walsh, qui est quasi contemporain de Gehry, qui était son condisciple à USC, et avec qui il va l'année suivante construire une première maison complexe, la maison Steves. Et ici, je voudrais insister fortement sur le rôle de Greg Walsh dans, je dirais, le développement professionnel et personnel de Gehry. On pourrait dire que Greg Walsh fut pendant des années le Pierre Jeanneret de Frank Gehry, c'est-à-dire celui, comme il le dit d'ailleurs, comme Greg le dit lui-même, qui gardait l'agence et faisait sortir les projets et suivait les chantiers quand Gehry allait chasser le client et surtout la cliente et finalement trouver les commandes indispensables à l'agence. Donc c'est ce rôle de Greg dans la mise au point des projets a été très important. Alors, ce rôle d'ailleurs devient problématique dans le projet de catalogue raisonné des dessins dont je me suis chargé, puisque beaucoup de dessins de l'un ou de l'autre se ressemblent. Gehry et Walsh
à USC, quand ils étaient étudiants, s'étaient entraînés à dessiner strictement de la même façon, de manière à pouvoir se remplacer dans les jurys, à pouvoir échanger leurs projets. Et ce qui rend aujourd'hui assez problématique l'identification de certains dessins. J'en montre un à Frank qui me dit « mais ça, c'est un dessin de Greg », qui le lendemain me dit « mais voyons, cela ne peut être qu'un dessin de Frank ». Donc, l'attribution précise, qui est une des disciplines sportives à laquelle s'astreignent les auteurs de catalogues raisonnés, est assez difficile dans ce cas. Et les trucs habituels, les techniques habituelles qui permettent d'identifier les dessins, comment les personnages, les arbres ou les automobiles sont dessinés, ne marchent pas toujours. Alors, revenons à cette maison Steves, qui est construite sur le bord d'un ravin à Los Angeles, en face de la colline sur laquelle se trouve aujourd'hui le Getty Center, donc dans l'ouest de Los Angeles, pour un comptable. Steve, c'est un comptable assez prospère et qui se fait construire une maison très grande, vous la voyez ici, qui s'étire là aussi en balcon, le même thème que la cabane Davis, mais ici, la maison est beaucoup plus grande, avec un plan cruciforme que vous voyez ici, le carport, le séjour avec une sorte de foyer central, la cuisine et la salle à manger, l'aile des chambres, un plan cruciforme centré autour d'une espèce de foyer dans lequel je ne peux m'empêcher à nouveau de voir une réminiscence de Frank Lloyd Wright. Je pense notamment ici à la maison Ward Willits, dans laquelle nous retrouvons le porche, nous retrouvons le plan cruciforme, le séjour qui se prolonge ici à plat vers le jardin et pas vers l'abîme, et le foyer si cher à Frank Lloyd Wright. Donc il y a du Wright dans ce projet. Il y a aussi du Japon, et il y a déjà, et c'est un thème que j'ai très brièvement évoqué, j'y reviendrai à nouveau, j'y insiste, il y a cette liberté que donne l'ossature bois californienne. Ce que l'on appelait le balloon frame au XIXe siècle, célébré par Siegfried Giedion dans Espace-temps et architecture, une ossature bois dont le potentiel a été multiplié par certains développements technologiques. Je pense notamment à l'agrafeuse pneumatique qui permet d'assembler ces cadres très rapidement. Donc voilà des vues du chantier de la maison Steves. Et voilà des photos que Julius Schulman réalise pour Gehry, dont il fait cadeau à Gehry pour l'aider, qui nous montre un intérieur dans lequel il y a à la fois des éléments wrightiens, schindleriens aussi, car Schindler était quelqu'un qui aimait beaucoup les ouvertures en imposte, mais aussi certains éléments, certaines thématiques japonaises, dans les rapports notamment entre les éléments de bois et les cloisons et les divisions blanches. Donc c'est une maison qui est assez spectaculaire, dans laquelle Gehry, c'est assez intéressant, développe déjà une réflexion sur les vues. Donc cette maison est située, comme vous le voyez ici, devant un grand paysage, mais Gehry insiste sur le fait que la vue panoramique n'a pas été laissée dominer, je n'ai pas laissé la vue panoramique dominer de façon générale la vie des habitants. Plutôt, l'architecture s'est vue autorisée à encadrer différentes portions de vue, différents fragments de vue depuis les différentes pièces. Donc, c'est ce que vous voyez ici, l'idée que la maison n'est pas un observatoire dans l'ordre du sublime, faisant face au ravin, faisant face au grand paysage, mais plutôt que toute une série de micro-paysages sont encadrés par la maison. Elle est déjà discutée par la presse, donc Gehry apparaît dans la presse déjà au début des années 60. Il a 34 ans, c'est son premier bâtiment significatif, mais il est déjà
assez sérieusement discutée comme étant une contribution utile à l'architecture domestique de Los Angeles. Entre-temps, entre l'achèvement de la maison et cette publication, Gehry est allé passer une année à Paris, qui est une année très intéressante à bien des égards et un peu mystérieuse. Malheureusement, l'ami qu'avait Gehry à l'époque, Marc Bias, qui l'avait invité à venir, n'est plus de ce monde. Gehry, à Paris, travaille surtout pour André Remondet, un prix de Rome de l'École des Beaux-Arts, qui connaît bien l'Amérique, qui est un architecte qui a été capable du meilleur et du beaucoup moins bon. Parmi le meilleur, cette église de Metz de 1959, donc au moment où Gehry travaille chez lui. Plus tard, ce projet avec Claude Parent en béton sculptural dans les années 75. Remondet, quelqu'un qui apprend, chez qui Gehry apprend pas mal de techniques graphiques et avec qui il gardera des liens très forts. Il est aussi en lien et il travaille avec un autre personnage extrêmement important dans l'urbanisme français de l'après-guerre, Robert Ozel, disciple de Gaston Bardet, qui est à la fois le professeur de composition urbaine de l'Institut d'urbanisme et qui publie les multiples planches de cette encyclopédie de l'urbanisme avec Ivan Yankovic. C'est aussi l'auteur de certains des grands ensembles, en tout cas de ce grand ensemble parmi les plus réussis, les plus organiques, je dirais, les plus accueillants de la production française de l'époque. Chez Ozel, on voit Gehry dessiner par exemple ce plan d'ensemble d'habitation dans lequel vous le voyez assemblé de façon assez flexible, assez intéressante, un peu pittoresque, des tours et des bars. Donc un projet qui n'a pas été réalisé, qui est une des rares traces du passage de Gehry à Paris. Il rencontre aussi un autre architecte qui m'est très cher personnellement et qui est au fond celui qui nous a rapprochés lorsque je suis allé voir un peu comme un blanc-bec Gehry en 1981. Il a découvert que je connaissais très bien Anatole Kopp, avec qui il avait été ami lors de son séjour parisien, et cela nous a beaucoup rapprochés. Kopp était cet architecte français d'origine russe qui, pendant la guerre, s'était trouvé instructeur au Black Mountain College avant de revenir en France, qui avait construit beaucoup de choses dans la banlieue parisienne et surtout qui avait été un des redécouvreurs de l'avant-garde russe. Gehry était très lié à lui et se plaît toujours à raconter. C'est une anecdote intéressante, comment au moment du fameux putsch des généraux factieux, des généraux d'extrême droite qui voulaient prendre le contrôle de l'Algérie à la fin de la guerre, comment avec Kopp et le pistolet que Kopp avait sorti de sous son lit, ils étaient allés, répondant à l'appel de De Gaulle et de Michel Debré, barrer la route aux parachutistes sur l'aéroport de Villacoublay. Donc voilà un moment aventureux dans lequel Gehry se laisse aller pratiquement à entrer dans une hypothétique guerre civile française. Pendant son séjour en France, il va systématiquement voir l'œuvre de Le Corbusier. Vous voyez ici évidemment, Ronchamp, qui est une des grandes surprises pour lui, un bâtiment qui est à l'époque encore très choquant pour beaucoup des corbusianistes qui n'admettent pas trop ce revirement dans le travail de Le Corbusier. Pour Gehry, c'est une découverte aussi importante qu'une autre découverte dont il parle beaucoup, qui est celle de la sculpture romane, notamment à Autun, qui jouera un rôle important dans sa perception de l'art. Il revient aux États-Unis, retrouve brièvement du travail chez Victor Gruen, et notamment, c'est assez significatif, il contribue au projet de centre commercial de Rochester, qui est un shopping mall réimplanté dans le centre-ville. Et donc c'est avec cette vision générale
d'un urbanisme commercial qui a une certaine capacité à réurbaniser les centres qu'il a auparavant détruits, il faut bien le dire, que Gehry se forme à nouveau chez Gruen. Et je voudrais résumer l'apport qu'a pu avoir l'agence de Gruen pour lui. C'est un apport multiple. C'est l'expérience de cette urbanité des grands projets, c'est l'expérience de la communication, de projets communicatifs, de projets qui sont censés attirer le chaland. C'est l'expérience du travail avec des matériaux à bon marché, qui sera très important dans ces premiers projets, des matériaux à bon marché et pouvant être changés régulièrement. C'est l'expérience aussi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus significatif du travail d'équipe. Du travail avec des consultants, avec des acousticiens, avec des plasticiens, avec des ingénieurs de fluide et des ingénieurs de structure. Cette expérience du travail collectif, Gehry en fera son miel pour toute la suite de son activité. Alors, la suite de son activité, parlons-en. Le temps passe. Avant d'aller en Europe ou un peu après, il se voit confier par Gruen un petit projet, je crois que c'est après en fait, de resort, d'ensemble touristique en Australie, pour lequel il travaille avec Carlos Diniz, ancien de l'agence de Gruen, qui est un extraordinaire perspectiviste, le Hugh Ferries de la côte ouest, dont je reparlerai sans doute. Donc voilà, cette idée d'un village méditerranéen pittoresque non loin de Melbourne, sur lequel Gehry travaille, qui n'est pas réalisé. Puis, un autre des projets commence à devenir plus tangible à Los Angeles. Ici, l'extension d'une maison pour un couple de chanteurs, qui sont sud-africains, enfin lui est sud-africain, elle est néerlandaise, qui se font construire une extension à leur maison de Hollywood. Et vous voyez que Gehry la conçoit, donc la porte d'entrée avec cette traverse ajourée japonaise, ce petit kiosque, il la conçoit vraiment dans un esprit totalement japonisant. C'est dans ces années, début des années 60, où Gehry, que vous voyez ici, et Greg Walsh développent leur agence, toute l'ancienne équipe de Gruen est mise au travail. Deborah Sussman, qui est graphiste ici, Jerry Cavano, qui est designer et spécialiste de la couleur, Babs Altoun, qui est une amie de Frank et dont le mari, John Altoun, est un artiste extrêmement important de la scène de Los Angeles. Donc il y a un effet de groupe dans lequel Gehry est inséré. Et c'est dans ce contexte qu'il réalise son premier bâtiment collectif, donc 1962, à Santa Monica. C'est un ensemble qu'il construit grâce à certains de ses amis, grâce à la famille du mari de sa sœur, Doreen. Et donc c'est un peu un projet d'investissement privé qui est intéressant parce qu'il s'agit d'un bâtiment collectif relativement modeste, mais malgré tout collectif, dans un quartier de bungalows, et que on voit ici Gehry s'attacher en quelque sorte à faire de l'architecture d'accompagnement, du camouflage, à cacher le volume orthogonal de ces immeubles d'habitation qui s'appelaient à Los Angeles des dingbats, et que Rayner Banham a commenté longuement dans son magnifique livre sur les 4 écologies de Los Angeles. Donc c'est un dingbat, mais un dingbat qui aurait un chapeau en shingles ici. Et vous voyez, le bâtiment est quand même très composé, avec notamment cette cheminée visible, les grands balcons, les cuisines qui sont en porte-à-faux sur l'intérieur. Voilà le plan du bâtiment avec cette cour ouverte et donc la distribution de ces appartements qui ont chacun des qualités différentes. On voit déjà Gehry attentif à l'habitabilité des lieux. Gehry et Walsh, ils sont vraiment partenaires à part entière dans ce projet, très attentifs à
à cela et dans le même temps attentif à une sorte de simplicité du bâtiment, de cette boîte posée sur son soubassement de parpaing. Ici, on voit l'intérieur, donc la cour ouverte, à nouveau fortement japonisante, et la vue vers la sortie. L'intérieur n'est pas moins intéressant. L'intérieur comporte, vous voyez ici que les pièces qui sont dans une continuité fluide sont conçues de manière à ce qu'une partie du plafond soit visible. Ici, une partie de la structure soit visible, et notamment ces traverses à claire-voie qui s'appellent ranma en japonais, donc qui sont la présence de l'idéal japonais dont Walsh est encore plus porteur que Gehry, et dans le même temps, le mobilier est franchement scandinave. Donc ici, un raccourci entre le Japon et le Danemark intervient. Voilà une vue tangentielle de ce bâtiment que je trouve intéressant, dans lequel on voit bien que son chapeau est vraiment donné comme un déguisement, comme un accessoire. C'est-à-dire qu'il y a une volonté très, très claire de jouer sur ce geste fait vers le quartier. Le bâtiment est assez favorablement accueilli par la presse locale. En revanche, les critiques trouvent que c'est une architecture de compromis et le condamnent assez fortement. Alors, en 1976, Gehry, et j'avance un peu dans mon propos, en 1976, le premier article sur Gehry dans la presse nationale, sur son architecture, dans The Architectural Record, le présente comme un architecte qui essaye de s'affranchir des règles, qui sort des règles de l'architecture. Et c'est donc, et Gehry est très clair dans son affirmation. Il affirme je veux laisser toutes les possibilités ouvertes. Il n'y a pas de règles, rien n'est juste ou faux. Je suis incapable de décider ce qui est laid et ce qui est joli et ce qui est beau. Les bâtiments deviennent obsolètes dans le temps et les critères individuels ne sont pas une solution. L'architecte doit répondre au site et au budget, mais doit avoir la possibilité de créer un espace flexible pour des usages multiples. Donc c'est une petite profession de foi, une des rares qu'il énoncera, et que l'on retrouve, dont on retrouve certaines traces dans certains de ces bâtiments. Alors je voudrais assez rapidement évoquer certains projets qui me semblent déterminants dans cette période et qui voient Gehry et Walsh, je les associe comme ils l'étaient, chercher à trouver un langage. Ici, par exemple, c'est un projet non réalisé de 65 pour un ensemble de vacances pour un personnage qui s'appelle Gaylord Hauser, qui est un gourou un peu New Age avant la date, de la nourriture saine et de la vie au grand air. Vous voyez que c'est un ensemble qui est très dans le désert à côté de Palm Springs, qui est très minéral, un ensemble dans lequel on trouve à la fois des traces de Schindler, de Pueblo Ribera du début des années 20, dans les toitures de ce dessin qui est un dessin de Gehry avec 100% de certitude. On y trouve aussi des traces des pueblos indiens qui avaient inspiré Schindler lui-même, donc des traces des pueblos indiens, c'est tout à fait évident quand vous regardez le dessin du bas, et aussi des traces d'un projet de Wright, du projet le plus ambitieux de Wright pour Los Angeles, c'est le projet de Ranch Doheny du début des années 20. Hein. Alors, je voudrais juste faire une petite manœuvre. Bon. Essayez, oui, je crois qu'il y a des micros ouverts. Essayez de fermer vos micros parce que ça crachote dans la bande son, crachote un peu. Gregorio, entre autres. Alors, maintenant, deux projets
ou plutôt 3 projets commerciaux qui sont extrêmement importants et qui sont une sorte de charnière, de joint ou de charnière, l'image n'est pas tout à fait la même, entre le travail fait pour Gruen et le travail et ce que Gehry fera par la suite pour des programmes très différents. Donc, l'agence est établie depuis 5 ou 6 ans et Gehry est appelé à intervenir, est appelé à travailler en marge d'un grand centre commercial qui est conçu par Gruen à Costa Mesa pour l'entreprise Joseph Magnin. Et il réalise donc un magasin autonome à l'intérieur du centre. Et c'est un projet très important. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse de près, Gehry s'intéresse de près, il démontre son attention à l'usage. Il explique que son projet est né d'une analyse du problème des grands magasins existants et il propose une analyse de ceci. Nous avons trouvé, je le cite, que l'encombrement, le clutter, le désordre visuel avait des raisons architecturales et des raisons techniques. Les réseaux mécaniques et électriques, les réseaux de fluide étaient laissés visibles. Les systèmes de présentation inadéquats imposaient des empilements chaotiques de marchandises sur le sol. La structure rigide des départements créait des problèmes. Il n'y avait pas de flexibilité décorative pour suivre les tendances. Donc, il intériorise les questions de la vente et il propose des espaces tout à fait différents pour ces intérieurs, notamment, vous le voyez ici, un travail sur le plafond, qui est un thème récurrent dans l'architecture de Gehry, un travail acoustique, c'est-à-dire la réduction des bruits comme programme, et surtout des techniques pour regrouper certains éléments de mobilier, tels que ces arbres, qui servent à la fois de système d'éclairage, de système de présentation et de signalétique. Donc il y a un effort considérable pour rénover, pour transformer, rendre beaucoup plus clair et plus habitable l'intérieur du centre commercial. Voilà une vue générale de ce centre commercial de Costa Mesa qui, à mon sens, participe d'une démarche que Gehry poursuivra dans certains immeubles de bureaux, mais aussi dans ses musées. Pour moi, l'architecture des musées qu'il élaborera à partir des années 80 trouve son origine dans ces centres commerciaux. Voici le second qu'il élabore pour Magnin, à San José, plutôt plus au nord de la Californie. Travail très sérieux sur les parcours et mise au point très méticuleuse de ces arbres qui permettent donc de structurer l'espace et de laisser par ailleurs une grande flexibilité dans les autres rayons. Gehry rencontre au milieu des années 60 un personnage tout à fait original de la scène urbaine américaine. Ce personnage, c'est Jim Rouse, master planner, pionnier des centres urbains, des centres périphériques et des centres commerciaux suburbains. Rouse opère dans le Maryland. Rouse est lié à Gruen et c'est apparemment sur la recommandation de Gruen que Gehry est appelé à travailler pour Rouse, qui est en train de créer dans le Maryland la ville de Columbia, qui est la première ville nouvelle privée américaine. Et donc Gehry a à ce moment-là une grande hésitation. Va-t-il abandonner 65, c'est comme tout à fait le début de sa trajectoire à Los Angeles. Ses commandes sont assez maigres pour le moment. C'est un peu avant les commandes de Magnin. Donc va-t-il devenir l'architecte en chef de ou un des architectes principaux de cette ville nouvelle et déménager vers la côte Est? Il ne le fera pas en définitive, mais il élaborera plusieurs projets très intéressants pour Rouse. Celui-là est un projet de centre d'accueil, qui est le premier bâtiment, le bureau de vente, si vous voulez, et le lieu d'exposition des projets de la ville nouvelle. Et c'est un bâtiment qu'il conçoit à la fois comme un observatoire sur le lac et comme un espace intériorisé dans lequel une très grande fluidité
règne entre l'exposition, Is there a job for me, la communication, et puis les bureaux de vente. Il réalise aussi le siège social de Rouse, qui est un bâtiment extrêmement intéressant, c'est plus sans doute son premier très grand bâtiment, qui ressemble assez peu à un immeuble de bureau et sur lequel il travaille très longtemps. Vous voyez ici une maquette d'études que je rapproche peut-être un peu abusivement de la maquette du Central Beheer de Herzberger, mais la même idée, sans doute la même grille modulaire. Gehry, quand on lui parle de cela, dit qu'il, bien sûr, il connaissait tout ça. Il lisait les revues, et c'est vrai que j'ai retrouvé la preuve de ses abonnements aux revues européennes et américaines. En tout cas, il travaille à élaborer un système modulaire de bureau pour Rouse, et surtout, il applique au bureau de Rouse les systèmes d'effacement des éléments mécaniques, des éléments de fluide qu'il avait, sur lesquels il travaille aussi pour Magnin, notamment en implantant ici aussi des arbres. Vous les voyez ici, ces arbres qui permettent de regrouper tous les systèmes et toutes les alimentations et d'éviter qu'il y ait un plafond saturé de réseau. Autre thème qui le rapproche de Herzberger, c'est l'idée de faire de cet immeuble de bureau un lieu presque résidentiel dans lequel des groupes, des rencontres informelles peuvent être organisées ou non organisées, ou intervenir entre les salariés. Donc c'est un projet tout à fait original dans la production des bureaux américains de cette époque. C'est avec Rouse que Gehry réalise son plus grand projet commercial et son dernier projet commercial dans cette période. C'est le Santa Monica Place, qui est édifié presque au bord de l'océan. Le rivage du Pacifique est ici, et vous voyez la grille urbaine de Santa Monica. Ce centre commercial occupe un grand îlot. Il est construit alors qu'un centre déjà transformé en centre piéton par Victor Brune est assez en crise. Donc ça, c'est une image un peu flatteuse de ce centre qui était devenu, de cette troisième rue piétonne ici, qui était devenue une sorte de désert humain. Et l'hypothèse est de créer un centre attractif pour tout l'ouest de la métropole de Los Angeles. Gehry travaille à un projet très complexe d'assemblage de bureaux, d'hôtels, de logements et de commerce. Et c'est donc un de ces projets urbains les plus importants. Vous le voyez ici, vu dans la même perspective, vu depuis l'océan, et vous voyez l'idée de l'accès sur une grande galerie. Voilà des polaroïdes de la maquette de l'époque. Et voilà ce qui est le plus important, c'est la coupe de ce projet initial, qui est une sorte de méga structure très, très complexe, très coûteuse, très envahissante, et qui est rejetée par la population. La municipalité de Santa Monica est une municipalité progressiste, entre guillemets, très attentive aux réactions populaires. Le projet est rejeté en dépit des études assez approfondies qu'avait fait Gehry, et je vous montre notamment l'étude de la galerie principale que je ne peux pas manquer de rapprocher du livre de Jonas Geist sur les passages, qui avait été publié en 1969 et qui avait largement circulé. Il sera d'ailleurs édité dans une version américaine par la suite. Bon, Gehry, finalement, ce grand bâtiment est réduit à peu près à un tiers de son emprise, et Gehry reprend son projet qu'il radicalise en conservant l'arcade, conservant la galerie, et en faisant l'ossature véritable d'un projet réduit. Cette galerie relie les deux grands magasins qui sont ce qu'on appelle les anchors, les éléments d'ancrage du centre, passe entre les deux garages que vous voyez ici,
et ménage une série de places et d'espaces intérieurs intéressants, ou en tout cas censés l'être, pour la conception desquels Gehry se fait aider par deux jeunes architectes qui finiront par travailler de manière assez proche de la sienne, Craig Hodgetts et Robert Mangurian. Donc c'est un projet pour lequel il s'efforce d'étoffer son équipe à un moment où on voit déjà apparaître certaines formes sculpturales qui seront caractéristiques de cette école de Los Angeles dans les années 80. Une des choses les plus importantes, un des éléments les plus importants et les plus originaux de ce projet, c'est le travail sur le parking que vous voyez ici. Comment faire en sorte que ces parkings, et notamment le parking à étage du sud, ne soient pas des empilements de dalles de béton et de voitures. Gehry et son équipe travaillent longuement à essayer de trouver des solutions. Fragmenter le bâtiment, en faire une série de petites maisons ici, trouver un grand motif, trouver une grande composition, comme vous le voyez ici, une composition plutôt abstraite, un super graphisme. Finalement, l'idée qui prévaut est largement héritée de ce que Ked Rushay, dont je parlerai demain, avait fait en rendant sa liberté au signe à l'enseigne de Hollywood. Et donc, c'est une enseigne indiquant Santa Monica qui va envahir l'ensemble du bâtiment. Ce qui est important aussi, c'est que Gehry, dans l'étude de la façade, s'intéresse à des matériaux nouveaux, c'est-à-dire abandonne l'idée selon laquelle il aurait pu simplement utiliser des techniques de billboards, de panneaux de publicité, et notamment de panneaux pour les cinémas très fréquents à Los Angeles. Il travaille avec la matière même de l'emballage du garage, qui est le grillage d'acier. Et vous voyez ici les expériences qui sont faites pour que ce motif, initialement imaginé, ce motif soit dessiné par des couches superposées de grillage. Voilà d'autres éléments de cette maquette, une maquette presque finale de ce projet où le grillage a été conservé. Un effet de moirage permet de faire apparaître l'inscription et c'est ce qui sera réalisé à la fin sur cette façade sud du centre commercial qui deviendra ainsi pratiquement l'enseigne de la ville de Santa Monica tout entière. Un dernier point sur ce bâtiment, donc nous en voyons ici l'ensemble avec les grands magasins, les parkings, mais surtout un travail extrêmement fin sur l'interface. Ce bâtiment n'est pas une boîte à chaussures hostile qui tourne le dos à la ville, mais au contraire, un lieu qui ménage des transitions accueillantes, des terrasses, des entrées multiples qui permettent de créer une certaine porosité avec la ville autour. Voilà de quoi ça avait l'air en 1981. Quant à l'intérieur, eh bien, Gehry réussit une chose tout à fait remarquable et je pense que ça participe de la démarche qui était la sienne lorsqu'il dénonçait l'encombrement, le clutter des magasins de Magnin. Il réussit à faire en sorte que l'architecture devienne première et que la communication visuelle des marques soit seconde. C'est ce que vous voyez ici. Et c'est ce qui, sans doute, irritera beaucoup les tenanciers de ces franchises, de ces magasins qui finiront par avoir la peau de l'intérieur de ce bâtiment qui a été aujourd'hui totalement défiguré. Mais à l'origine, ce qui le rendait extrêmement ce qui me frappa en tout cas quand je le visitais en 81, c'était cette force rendue à l'architecture dans un type d'espace où en général elle est appelée à rester humble. Alors je voudrais terminer en évoquant rapidement, parce qu'il participe aussi de cette première phase du travail de Gehry, 2 projets réalisés pour des programmes musicaux. Je le ferai extrêmement rapidement, mais il me semble important. Pourquoi? D'abord à cause de la coopération de Gehry et des acousticiens, en l'occurrence Christopher Jaffe, et ensuite à cause de sa sensibilité aux problèmes de la musique telle qu'elle apparaît déjà. Son premier projet pour la musique est et je dirais que ces projets pour la musique constituent
une cohorte au travers du temps aussi importante que celle de ses projets pour les arts, dont on aura l'occasion de reparler. Ici, donc, le Merriweather Post Pavilion of Music, construit à Columbia, Maryland, qui est pour accueillir les concerts d'été de l'Orchestre Philharmonique de Washington, qui n'est pas loin. Donc, vous voyez que c'est une grande boîte habillée de bois portée par des poteaux métalliques. En fait, elle est trapézoïdale, vous la voyez ici. Ce qui est important, c'est tout le travail que fait Gary sur la structure, mais aussi sur l'acoustique de ce lieu, que je ne peux, malheureusement, je n'ai peut-être pas les meilleures images pour vous le montrer. En tout cas, vous voyez ici sur cette image, un travail à la fois sur le plan masse, sur la coupe du bâtiment, un travail sur cette enveloppe économique et un travail aussi sur les différentes formes de diffusion du son étudiées par Christopher Jaffe. Cette question de la diffusion du son, l'attention très précise au son comme n'étant pas un élément secondaire, comment le serait-il dans un programme musical, c'est ce que l'on retrouve dans le dernier projet que je voulais évoquer aujourd'hui, qui est celui du Hollywood Bowl, sur lequel Gary travaille autour de 1970. Hollywood Bowl, qui était un grand lieu de concert en plein air, créé dans les années 20, sur une colline excavée avec une coque dessinée par Lloyd Wright, le fils de Frank, lieu où se tinrent beaucoup de concerts. Ici, vous voyez cette vue assez étonnante de la coque pendant un gala de collecte de fonds pendant la guerre. Mais le problème de ce lieu avait été l'urbanisation générale, la construction de l'autoroute de Hollywood au pied du bâtiment et donc la détérioration considérable des qualités acoustiques du lieu. Gary va faire 2 projets pour cet endroit. Ils sont intéressants à nouveau quant à cette problématique de la collaboration et de l'écoute des maîtres d'ouvrage. Donc, un premier projet que vous voyez ici, avec des éléments tubulaires dont je vais parler, un deuxième projet avec des sphères. Donc, c'est aussi un exemple de cette capacité qu'a Gary jusqu'à ce jour à se mettre en cause, à se remettre en cause. La solution qui fut adoptée pour diffuser le son, qui avait tendance à se perdre complètement, fut à la fois d'avoir des répétiteurs de son, donc solution technologique, mais surtout d'utiliser des tubes en carton, utilisés pour coffrer des poteaux en béton, afin de créer une structure qui réverbérerait les sons et permettrait de diriger ces réverbérations vers le public. Voilà une vue en coupe de ces tubes, et voilà une image de leur mise en place. Donc un système extraordinairement économique, en plus le tube pouvant être saisonnier et changer tous les étés, et dont l'effet acoustique fut tout à fait efficace. Voilà le bâtiment une fois équipé. Donc, vous voyez ce travestissement de la coquille ou de la conque, la même chose la nuit. Mais les performances n'étaient pas totalement satisfaisantes et Gary sera amené à réaliser une deuxième variante dans laquelle, cette fois-ci, ce sont des sphères qui joueront le rôle de réflecteurs. Vous voyez ici Gary au travail donc avec Fleischmann qui sera son maître d'ouvrage pour le Walt Disney Concert Hall. Et je voudrais simplement insister sur cet aspect de la relative longue durée. Ce projet date de 1970. La collaboration avec Fleischmann s'étendra jusqu'en 2002 ou 2003. Et donc, ce sont des durées dans lesquelles des partenariats extrêmement intimes vont permettre à Gary de travailler sur ses projets. À nouveau, pour terminer, des vues de ce Hollywood Bowl dans sa dernière version, le même la nuit, et le même sur un programme dessiné par Deborah Sussman, dont j'ai évoqué le rôle chez Gruen et auprès
de Gary. Voilà donc ce que je voulais vous raconter aujourd'hui.